Vous payez des impôts sur le revenu? Sur les sociétés? Vous en avez assez de financer le gaspillage de l'État, la bureaucratie tentaculaire, France Télévisions et ses salaires à 5 chiffres, la fraude sociale, la fraude fiscale, l'argent détourné par les oligarques ukrainiens, les 14 milliards d'euros d'aide au développement. Il y a une solution. Donnez à TV Liberté. Non seulement vous aiderez à faire vivre un média libre et indépendant, mais vous réduirez vos impôts. Si vous donnez 300 € à TV Liberté, vous pourrez déduire 200 € de vos impôts. Votre don ne vous coûtera donc que 100 € et vous aurez privé le pouvoir macroniste du double. Une équation séduisante, n'est-ce pas? Alors, n'hésitez pas, soutenez TVL. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, le scandale des abattages de bovins par les autorités de l'État. Nous évoquerons ensuite l'avancée des négociations États-Unis, Russie, Ukraine pour essayer de trouver une issue au conflit. Et enfin, une page électorale avec le lancement de la campagne de Thierry Mariani à Paris. Qui veut la peau des vaches alors que des affrontements avec les représentants de l'État ont eu cours en Ariège? La question de l'abattage des bovins dans le cadre de la dermatose nodulaire contagieuse se pose. Explication. Une maladie qui met le feu aux poudres, abattage en Ariège, mobilisation de paysans et affrontements avec les représentants de l'État. La dermatose nodulaire contagieuse, la DNC, une maladie affectant les bovins, a émergé en France pour la première fois le 29 juin 2025 en Savoie. Transmise par des insectes piqueurs, elle provoque des nodules cutanés, de la fièvre et une baisse de production laitière avec un taux de mortalité pouvant atteindre 10%. Depuis, 109 foyers ont été détectés, menant à l'abattage de près de 3000 bovins sur un cheptel national de 17 millions. Face à cette épidémie, le gouvernement français impose l'abattage systématique des troupeaux infectés pour contenir la propagation conformément aux réglementations européennes. Cette mesure drastique est vivement contestée par les agriculteurs. Un mouvement de contestation a pris forme essentiellement derrière la coordination rurale. En Ariège, le 12 décembre, les éleveurs ont bloqué un village pour empêcher l'euthanasie de 208 vaches blondes d'Aquitaine après seulement un cas confirmé et non pas 8 comme nous avons pu l'indiquer dans le journal de jeudi. Il est inadmissible qu'on continue à abattre des bêtes pour rien. Pour une bête à chaque fois, une bête malade, on abat tout un troupeau. Stop! Le syndicat appelle à une mobilisation nationale face à des abattages de masse qui, selon le vétérinaire Alain de Peretti, sont une absurdité scientifique et politique. On utilise un abattage de masse qui est une absurdité médicale et scientifique parce que cette maladie, du fait des caractéristiques de cette maladie, qui n'est pas une maladie grave, primo, qui n'est pas transmissible entre les animaux, puisque c'est par des insectes piqueurs, qui ne tue qu'une bête pour 1000 lors d'une épidémie, une épizootie plus exactement, qui n'atteint au maximum que 20% de troupeaux. Et c'est un petit peu une politique de gribouille, vous savez, gribouille se jette à l'eau pour éviter d'être mouillé. Et là, on tue des animaux en bonne santé pour éviter qu'ils n'attrapent une maladie. C'est un petit peu comparable à ce qui avait été fait pendant le Covid, où on nous avait enfermés pour éviter la propagation de la maladie. C'est un petit peu le même raisonnement. Un raisonnement qui produit des carnages dans les cheptels alors que la Confédération paysanne, syndicat agricole de gauche, dénonce un massacre inutile plaidant pour des alternatives comme la vaccination ou l'isolement sélectif. Pour Alain de Peretti, ce recours à l'élimination systématique des bovins s'explique par une volonté politique de faire diminuer les cheptels en Europe. Cela vient du plan Sico-Mansholt, qui était membre du Club de Rome, qui veut la décroissance, et qui était président de la Commission européenne dans les années 60, 70, et qui prévoyait justement cette décroissance. Et tout ça a progressé inéluctablement. Notamment, on a vu avec M. Mark Rutte, qui est maintenant recasé à l'OTAN, vous voyez, donc c'est toujours une petite camarilla, et qui, dans les années 2022, a voulu faire diminuer le cheptel des Pays-Bas, quand il était Premier ministre, de 30%. Et il s'est heurté aux paysans il y a eu des émeutes très très violentes, avec même des coups de feu échangés, et il a renoncé provisoirement.
Le ministre Annie Genevard tente de calmer le jeu en jouant la carte du sentiment, sans pour autant renoncer à ses euthanasies. Voir des éleveurs perdre leur cheptel, c'est une souffrance. Je le mesure, je le comprends, je l'ai vu sur le terrain, en Savoie, en Haute-Savoie, dans le Jura, dans le Doubs. Et donc, je voudrais avoir un mot de compassion pour ces éleveurs qui vivent quelque chose d'extrêmement douloureux. Et je voudrais leur dire en préambule que je ne laisserai aucun éleveur seul face à la maladie. Des mots qui n'ont pas rassuré les paysans en colère. Pour Alain de Peretti, au-delà du déchirement pour les éleveurs, c'est un véritable coup porté aux singularités génétiques des vaches françaises. Chez nous, en France, ils ont trouvé ce prétexte sanitaire pour procéder à cette éradication d'une partie du cheptel et ruiner évidemment de la génétique, parce que une vache ne se remplace pas par une autre. Et la génétique, c'est quelque chose d'important. Les races françaises de bovins sont réputées dans le monde entier. On exporte d'ailleurs des reproducteurs de nos races, donc charolaise, blonde d'Aquitaine, limousine, etc. Tout ça, c'est un plan donc concerté qui est fait avec toute la puissance, la force injuste de la loi, comme le disait ce regretté François Mitterrand. La force injuste de la loi qui pourrait se confronter à la colère paysanne qui s'exprime régulièrement ces dernières années en France, maltraitée par un président biberonné à la technocratie et au libre-échange, et pour qui la souveraineté alimentaire n'est pas une priorité. Dans un contexte politique déjà tendu par les débats budgétaires, les paysans pourraient être bien avisés d'intensifier la pression en espérant agréger autour d'eux le plus de Français possible. Guerre en Ukraine, l'heure de l'État profond américain est peut-être venue puisque Donald Trump a décidé d'associer le fonds d'investissement BlackRock dans la future reconstruction du pays. Nicolas de Lamberterie. Comme souvent dans les guerres, les humbles meurent sur la ligne de front et la finance tire son épingle du jeu. Cette considération banale est sur le point de devenir une réalité éclatante et symbolique dans le cas de la guerre en Ukraine, puisqu'on apprend que dans les négociations États-Unis-Ukraine qui se poursuivent, la société BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs du monde, est partie prenante des négociations avec son grand patron en personne, Larry Fink. C'est donc BlackRock qui tirerait le gros lot, puisque cette entreprise se verrait confier les centaines de milliards de fonds russes gelés afin de gérer la reconstruction de l'Ukraine. L'administration américaine a contraint nos amis ukrainiens à travailler sur donc une nouvelle version de son plan de paix qui n'est plus en 28 points mais en 20 points, dont on ne sait pas grand-chose sur les négociations en cours. On a vu sur le post X de M. Zelensky et de la première ministre ukrainienne des réunions du groupe technique relatif à l'accord sur la mise en place du fonds de reconstruction de l'Ukraine qui serait financé pour moitié par les avoirs russes actuellement gelés au sein de l'Union européenne. Ce qui est significatif, c'est que l'administration Trump a annoncé que ce fonds serait géré sous direction du fonds d'investissement bien connu américain BlackRock, l'un des premiers au monde. Ce qui explique d'ailleurs que M. Fink, le patron de BlackRock, était autour de la table lors de la réunion de ce groupe de travail pour mettre en place ce fonds d'investissement et on y aurait débattu notamment des priorités de l'administration ukrainienne et de l'administration américaine sur la reconstruction de l'Ukraine. On peut gager que si BlackRock y est, cela veut dire que dont les liens avec l'État profond américain ne sont plus à démontrer, cela veut dire que l'État profond, en fait, est en train de se rallier au plan Trump, à condition, bien sûr, d'y gagner quelques billets au passage pour assurer le pantouflage des hauts cadres de la CIA et du département de la guerre américain. Et s'il veut parvenir à un accord, Trump, outre trouver une solution pour se mettre dans la poche au moins une partie de l'État profond, doit aussi agir rapidement. En effet, les projets de Trump prévoient une saisie importante d'avoirs russes gelés qui constitue en quelque sorte une monnaie d'échange avec les Russes pour le Donbass. Pour rappel, la partie russe a officiellement annexé 4 oblasts ukrainiens en 2022, mais ne les contrôle pas intégralement. Si Moscou semble prêt à faire des concessions sur les parties des oblasts de Kherson et de Zaporijjia qui ne sont pas contrôlées, en revanche, les Russes ne veulent faire aucune concession sur le Donbass, et sur le quart de l'oblast de Donetsk qu'ils n'ont pas encore conquis. Conclure la guerre sans avoir pris l'intégralité du Donbass serait clairement risqué pour le pouvoir russe, qui ferait face aux critiques de son aile droite,
appelé en Russie turbo-patriote. Sauf que voilà, sur le terrain militaire, on estime qu'en l'état des choses, d'ici 1 an, le Donbass pourrait être intégralement conquis par les armes. Une situation qui n'arrangerait pas Trump, qui doit avoir quelque chose à monnayer avec les Russes d'une part, et qui souhaite d'autre part avoir clôturé la guerre en Ukraine avant les élections de mi-mandat de novembre 2026. D'où la proposition de faire du Donbass, encore sous contrôle ukrainien, une zone tampon dans laquelle l'armée russe n'entrerait pas, même si dans les faits, le territoire passerait sous contrôle russe. Côté ukrainien, l'idée d'accepter des pertes territoriales semble doucement faire son chemin. Maintenant, M. Zelensky n'exclut plus la concession de territoire, simplement il la soumet à un référendum ou à une élection. La bataille en fait de la semaine dernière relative à pousser l'Ukraine à changer sa législation et à pouvoir faire des élections en temps de guerre serait motivée aussi en partie par cela. Sachant que dans l'accord en 28 points que l'on avait vu précédemment, il était prévu un scrutin présidentiel dans les 3 mois, à la suite donc de la signature de l'accord. La loi de finances pour 2026 en Ukraine a été votée par une très large majorité récemment. On voit bien qu'il y a une sorte de consensus au sein de l'établissement ukrainien pour garder momentanément M. Zelensky, car on est face à un président terriblement affaibli depuis les dernières arrestations, surtout que dans la salle d'attente figure le secrétaire du Conseil de sécurité, un autre proche de M. Zelensky, qui est Umerov, dont je crois l'arrestation devrait être annoncée ou a déjà été annoncée. Son arrestation signifierait pour M. Zelensky un dépouillage complet de ses proches, des poids lourds en fait de son équipe rapprochée. Donc c'est un homme seul qui doit négocier et qui doit se rechercher des nouveaux alliés. Reste à voir désormais ce que pourront encore faire les Européens. En effet, la situation financière de l'Ukraine est très difficile et sans arrivée d'argent occidental, le pays pourrait se retrouver en cessation de paiement au printemps 2026. C'est bien la raison pour laquelle Ursula von der Leyen et les eurocrates exercent une pression extrême sur la pauvre petite Belgique pour qu'elle accepte la saisie ou le gage des avoirs russes gelés qui se trouvent sur son territoire, quitte à risquer la banqueroute totale si les Russes venaient à obtenir satisfaction sur leur remboursement en saisissant la justice internationale. En cas de refus de la Belgique, von der Leyen menace le pays de finir marginalisé au sein de l'Union européenne, comme l'est actuellement la Hongrie de Viktor Orban. Si von der Leyen parvient à débloquer les 80 milliards d'euros nécessaires au financement de l'Ukraine, on estime alors que le conflit pourrait encore durer pour l'année 2026. Les négociations à Bruxelles prévues la semaine prochaine s'annoncent donc explosives. C'est parti pour Thierry Mariani à Paris. L'eurodéputé lançait sa campagne municipale, fustigeant l'insécurité, la saleté et une gestion calamiteuse de la capitale française. Édouard Chano. Il veut forcer les portes du Conseil de Paris. Thierry Mariani, eurodéputé et candidat du RN aux élections municipales dans la capitale, lançait sa campagne ce matin 12 décembre. Alors que la ville lumière s'éteint sous Anne Hidalgo, celui-ci ambitionne d'élire plusieurs conseillers, un exploit qui n'est advenu à son parti qu'une fois, à la fin des années 90. Mais les circonstances ont changé, souligne-t-il aujourd'hui. Nos objectifs, c'est de rentrer au Conseil municipal de Paris parce qu'en France, on a en ce moment un vrai mouvement derrière Marine Le Pen, Jordan Bardella, Éric Ciotti, d'abord d'union de tous les patriotes et ensuite pour changer la France. Paris est la vitrine de la France et Paris aujourd'hui, malheureusement, est une vitrine qui est salie par l'insécurité, salie par une saleté que tous les Parisiens peuvent constater et qui en plus est dans une situation financière catastrophique. Et donc cette vitrine de la France, eh bien, avec nos amis de l'UDR, nous avons fait une liste d'union pour justement, pour la première fois depuis longtemps, eh bien, présenter une alternative aux Parisiens. Thierry Mariani appelle à retrouver Paris alors que la capitale vit un exode des familles qui fuient l'insécurité et la saleté, mais aussi une administration aussi lourde qu'inefficace, alors que la mairie emploie 55 000 agents, plus que les 30 000 employés de la Commission européenne. Vous savez que Paris a plus de fonctionnaires que l'Union européenne. Il faut quand même le faire. Plus de fonctionnaires que l'Union européenne et très souvent qui sont mal utilisés. Voilà. Ce qu'on veut, c'est dépenser moins pour dépenser mieux. Ce qu'on veut, c'est réorganiser l'administration municipale. Ce qu'on veut, c'est mettre fin à certains errements. Voilà. Moi, par exemple, regardez, nous avons choisi le bistrot de la Gaîté. Pourquoi ? Parce que ce bistrot, à côté, à cause d'une occupation de lieux par 450 migrants, est en difficulté aujourd'hui.
Moi, par exemple, si je suis à la mairie de Paris demain, je peux vous garantir que je préférerais aider des commerçants qui sont en difficulté plutôt qu'aider des associations qui installent des sans-papiers dans notre capitale. Voilà, et donc notre priorité, ce sera les Parisiens. Bien sûr, Paris n'a jamais été une terre favorable au RN et la concurrence est rude aujourd'hui à droite, avec notamment la candidature LR et macroniste de la ministre de la Culture Rachida Dati et avec le risque de voir l'eurodéputée de Reconquête Sarah Knafo se lancer officiellement. En septembre dernier, lors d'une législative partielle dans la 2e circonscription, le candidat Reconquête Hilaire Bouillet avait atteint 6% au premier tour, Thierry Mariani 7%. Une concurrence qui pourrait empêcher la droite d'atteindre le second tour, bien que le RN ait compté 90 000 voix et 10,7% des suffrages aux législatives 2024 dans la capitale. Alors face à ce péril, Thierry Mariani rappelle être un candidat aux convictions bien ancrées. Écoutez, moi, si elle se présente, ça ne pose aucun problème. Je veux dire, on est une démocratie, donc tous les candidats, moi, ce que je veux simplement lui dire, c'est qu'elle ne se trompe pas trop d'adversaires. Voilà, quand j'entendais dire aux législatives que j'étais un candidat de gauche, ça m'a fait un peu sourire parce que je vous rappelle que j'avais créé, en 2010, la droite populaire. C'était une 50aine de députés qui disaient tout simplement, il faudra, nous, alors qu'à l'époque on était à l'UMP, c'est-à-dire aux Républicains d'aujourd'hui, un jour ou l'autre se rapprocher du Rassemblement national. Et donc voilà, il faut arrêter peut-être les discours un peu, j'allais dire simplistes. Voilà, mon ennemi, de toute façon, moi c'est pas un tel ou une telle. Mon ennemi électoralement, c'est l'insécurité, la saleté et des finances où l'argent des Parisiens est gaspillé. Passons à présent à l'actualité en bref en France. Un remplaçant entre en jeu à Saint-Étienne. Le premier adjoint d'hiver droite, Jean-Pierre Berger, âgé de 83 ans, a été élu maire lors d'un conseil municipal extraordinaire. Jeudi, il succède à Gaël Perdriau, condamné à 4 ans de prison ferme et 5 ans d'inéligibilité pour chantage à la vidéo intime impliquant Gilles Artigue. Jean-Pierre Berger, ancien cadre chez Casino et adjoint depuis 2014, a obtenu 31 voix sur 43 contre 12 pour la LR Nicole Pesselon. L'opposition de gauche n'a pas présenté de candidat. Berger assure la continuité du mandat jusqu'aux élections de mars. Gaël Perdriau, niant les faits malgré les aveux de son entourage, a fait appel et sera bientôt fixé sur son incarcération. Ses avocats préparent une demande de mise en liberté. L'incompétence macroniste condamnée, le contribuable passe à la caisse. Le tribunal administratif de Nouméa a condamné l'État à verser plus de 28 millions d'euros à l'assureur Allianz pour les dégâts des émeutes de mai 2024 en Nouvelle-Calédonie liées à la contestation de la réforme électorale par les indépendantistes. L'État est jugé responsable pour n'avoir pas assuré un niveau raisonnable de sécurité, ignorant les alertes du haut-commissaire et les signes d'insurrection. Environ 400 entreprises ont été touchées avec 2 milliards d'euros de dommages et 14 décès. Le gouvernement a débloqué des aides d'urgence de 110 et 150 millions d'euros et prévoit 2,2 milliards sur 5 ans pour la refondation économique. Depuis, Allianz et Groupama refusent de couvrir le risque d'émeutes en Outre-mer, compliquant les financements pour les entreprises. Désindustrialisation, nouvel épisode. Jeudi, c'est l'électroménager Brandt qui a été mis en liquidation judiciaire par le tribunal des activités économiques de Nanterre. 750 emplois sont supprimés, notamment près d'Orléans, où se trouve le principal site industriel du groupe avec 350 salariés. Ça fait déjà plusieurs années qu'on nous dit que Brandt allait mal, mais ça n'attendait pas là si brutal, parce que c'était quand même brutal. On est le 1er octobre, là on arrive à Noël, en plus dans une période de Noël qui est très très dure quand même. Ça aurait été pareil si c'était au mois de février, mars, avril, mais Noël quand même c'est un drôle de cadeau qu'ils nous ont fait. Notre service était complètement supprimé, donc c'est une surprise sans être une surprise. Mais là le coup de la liquidation judiciaire, là franchement, ça met une claque à tout le monde, quoi. J'ai commencé à travailler ici, j'avais 16 ans, aujourd'hui j'en ai 52 et j'ai été embauchée en 2006, donc voilà. Dans le cas Brandt, la crise est due non seulement à la hausse des prix de l'énergie et à la concurrence des pays asiatiques, mais aussi à la crise du marché de l'immobilier qui provoque celle de l'équipement des foyers. Comme dans de nombreux secteurs économiques, les plans sociaux se multiplient. Selon une étude du cabinet privé Trendéo, publiée dans Les Échos mercredi, 165 sites industriels sont menacés depuis la rentrée dans le pays contre 120 en septembre 2024. Mais dans le cas de Brandt, le gouvernement affiche son intention d'agir. Le ministre délégué à l'industrie, Sébastien Martin, et le ministre des PME et du Commerce, Serge Papin, disent qu'un avenir est possible sur le site industriel qui sera bientôt fermé. Il leur reste à préciser les contours de cet avenir.
L'actualité internationale en bref. Instabilité politique de la Bulgarie avant l'entrée dans la zone euro. Jeudi, à Sofia, le Premier ministre Rosen Jeliaskov a annoncé la démission de son gouvernement. La veille, des dizaines de milliers de personnes manifestaient contre la corruption de l'État, alors que le gouvernement avait tenté de faire adopter en procédure accélérée le budget pour 2026, le premier libellé en euros. Rappelons que le pays des Balkans doit entrer dans la zone euro le 1er janvier 2026. En juin dernier, un sondage national avançait que 47% des Bulgares étaient opposés à l'adhésion du pays à la monnaie unique européenne, craignant un très fort risque d'inflation. Un ministre israélien menace de profaner une tombe. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a promis de détruire la tombe d'Ezzeddine Al-Qassam, fondateur de la branche armée du Hamas et figure du nationalisme palestinien tué dans les années 30. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, il montre des forces de sécurité démantelant une tente de prière près de la sépulture à Necher, près de Haïfa. Ben-Gvir qualifie Al-Qassam d'architerroriste et avait déjà réclamé la démolition en août. Le Hamas dénonce, je cite, une atteinte sans précédent au lieu sacré et une tentative d'effacer la mémoire palestinienne, appelant à une réaction internationale. La tombe a déjà subi plusieurs dégradations. Inondations à l'ouest des États-Unis et du Canada. Jeudi, des dizaines de milliers de personnes ont été évacuées dans les deux pays après des tempêtes qui ont notamment frappé les États américains de Washington et de l'Oregon. Au sud de la ville de Seattle, de nombreuses maisons ont été évacuées et les terres agricoles étaient inondées. Des dizaines de membres de la Garde nationale de l'État de Washington, un corps de réserve de l'armée, ont été mobilisés pour prêter main forte au secours. Au Canada, plusieurs routes menant vers Vancouver, une des plus grandes villes du pays, ont été fermées. Ce soir, un nouveau numéro des idées à l'endroit et demain pour le samedi politique, Élise Blaise reçoit Alain Juillet, ancien patron du renseignement à la DGSE pour décrypter la nouvelle stratégie de sécurité nationale des États-Unis et l'avenir de la guerre en Ukraine. Dimanche, les conversations et Terre de Mission. Lundi, dès 7h, un zoom à découvrir avec le philosophe Pierre Le Vigan sur les impasses du fameux contrat social de Rousseau. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous et à lundi.